Imaginez une nuit de noces où plus de 50 personnes observent chaque mouvement, chaque respiration, chaque soupir des nouveaux mariés. Maintenant, imaginez que cette même nuit s'est répétée pendant exactement 7 années consécutives, toujours sous surveillance, toujours sans résultat. Voici l'histoire royale la plus troublante jamais documentée sur l'intimité de la royauté française. Le syndrome qui a transformé la chambre la plus luxueuse de Versailles en prison psychologique ayant changé le destin de la France à jamais. Ce que vous êtes sur le point de découvrir sur Marie-Antoinette et Louis XVI dépasse tous les scandales royaux que j'ai révélés. Des documents secrets attestent que les ambassadeurs européens soudoyaient les domestiques pour examiner les draps, que des rapports médicaux anatomiquement détaillés traversaient les frontières comme des informations d'État, et qu'un empereur a même dû intervenir personnellement pour enseigner au roi de France comment consommer son propre mariage. Durant 2555 nuits consécutives, le couple le plus puissant d'Europe a vécu sous une surveillance sexuelle si extrême qu'elle a créé le premier cas documenté d'impuissance psychologique induite par la pression publique. Le rituel créé pour garantir la légitimité dynastique a fini par produire exactement l'effet inverse, un dysfonctionnement qui est devenu un sujet international et a alimenté les rumeurs ayant contribué à renverser la monarchie française. Aujourd'hui, nous dévoilerons comment la culture de voyeurisme institutionnalisée de Versailles a transformé 2 adolescents amoureux en prisonniers de leur propre intimité, créant un traumatisme qui a résonné des couloirs du pouvoir jusqu'aux rues de Paris. Une histoire où les médecins impériaux envoyaient des diagnostics intimes à travers l'Europe, où les domestiques étaient payés pour espionner les draps, et où l'incapacité à engendrer des héritiers est devenue une métaphore cruelle de l'impuissance politique même de la monarchie française. Chère confidente des secrets royaux, si cette révélation sur Marie-Antoinette vous a bouleversé, montrez-le avec un pouce bleu qui fera vibrer mon cœur. Mais surtout, j'ai une curiosité dévorante. Écrivez-moi de quel pays, quelle ville ou région vous nous rejoignez pour ces confessions interdites. Et maintenant, le moment le plus excitant. Dans les commentaires, glissez-moi le nom d'une reine ou noble dont vous aimeriez connaître les secrets les plus inavouables. N'importe laquelle, de n'importe quelle époque ou civilisation. Votre suggestion pourrait devenir ma prochaine enquête explosive. Abonnez-vous si vous voulez plus de révélations choquantes et activez cette petite cloche pour ne rater aucun secret que l'histoire a tenté d'enterrer. Le 16 mai 1770, à Versailles, l'Europe entière retient son souffle devant l'alliance matrimoniale la plus stratégique du siècle. Marie-Antoinette d'Autriche, 14 ans, épouse Louis-Auguste de France, 15 ans, dans une cérémonie qui scelle la réconciliation entre 2 empires rivaux depuis des générations. Cette union, orchestrée par l'impératrice Marie-Thérèse d'Autriche et Louis XV de France, représente bien plus qu'un mariage. Elle incarne l'espoir d'une paix durable entre les Habsbourg et les Bourbons. Pourtant, derrière la magnificence de cette journée historique se cache un protocole impitoyable, hérité des traditions ancestrales de la monarchie française. Depuis le règne de Louis XIV, chaque geste intime des souverains appartient au domaine public. La cérémonie du coucher exige la présence de témoins officiels, transformant l'alcôve royale en théâtre d'État où la légitimité dynastique se joue sur la capacité du couple à engendrer un héritier. L'enjeu dépasse les frontières françaises. L'ambassadeur d'Espagne, le comte d'Aranda, reçoit des instructions explicites de Madrid pour surveiller la consommation du mariage. L'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette, établit un réseau d'informateurs à Versailles. Chaque cour européenne attend des nouvelles de cette union qui pourrait redessiner les alliances continentales. Le jeune dauphin, futur Louis XVI, grandit dans cette atmosphère de surveillance permanente où son intimité future est déjà planifiée, scrutée, analysée par les chancelleries européennes. Marie-Antoinette, élevée dans la relative liberté autrichienne, découvre un monde où même les battements de cœur appartiennent à la raison d'État. Cette pression institutionnelle, combinée à l'inexpérience de 2 adolescents arrachés à leur enfance pour servir les intérêts géopolitiques de leur famille, va créer les conditions d'un dysfonctionnement sans précédent dans l'histoire de la royauté européenne. Marie-Antoinette Joseph-Jeanne de Habsbourg-Lorraine arrive en France avec l'innocence d'une archiduchesse élevée dans la tendresse maternelle de Schönbrunn. À 14 ans, cet enfant aux boucles dorées possède déjà le charme naturel des Habsbourg, mais ignore tout des réalités conjugales.
Sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, lui a épargné les détails intimes du mariage, se contentant de recommandations vagues sur l'obéissance due à son époux. Louis-Auguste de France, futur Louis XVI, présente un contraste saisissant. 15 ans, corpulence précoce, myopie prononcée, ce prince timide préfère la serrurerie aux intrigues de cour. Son éducation, confiée au duc de la Vauguillon, néglige totalement l'instruction sentimentale. Aucun mentor ne l'a préparé au mystère de l'intimité conjugale, le laissant démuni face aux attentes qui pèsent sur ses jeunes épaules. L'archiduchesse grandit entourée de gouvernantes bienveillantes, dans un environnement où l'affection spontanée est encouragée. Le dauphin, au contraire, évolue sous l'étiquette rigide de Versailles, où chaque geste obéit au protocole ancestral. Ces deux univers éducatifs diamétralement opposés convergent vers une nuit qui déterminera l'avenir de deux dynasties. Leur correspondance privée, conservée aux archives impériales, révèle deux adolescents attachants mais totalement impréparés. Marie-Antoinette confie à sa gouvernante, Madame de Noailles, ses inquiétudes face aux devoirs d'épouse qu'elle devine sans les comprendre. Louis-Auguste, dans ses notes personnelles, exprime sa terreur de décevoir les attentes familiales et européennes. Cette vulnérabilité juvénile, amplifiée par l'isolement protocolaire de leurs positions respectives, va se heurter de plein fouet au système de surveillance institutionnelle le plus impitoyable jamais conçu par une monarchie européenne. La chambre nuptiale de Versailles, cette nuit du 16 mai 1770, ressemble davantage à une salle d'audience qu'à un refuge conjugal. 53 témoins officiels se pressent dans l'antichambre du dauphin, attendant le signal qui leur permettra d'assister à la bénédiction du lit. Cette cérémonie ancestrale, codifiée depuis Henri IV, transforme l'intimité en spectacle d'État où chaque geste obéit à un protocole millénaire. Le duc d'Orléans, premier prince du sang, supervise personnellement la procédure. L'archevêque de Reims bénit la couche nuptiale sous les regards scrutateurs de la haute noblesse française. Madame Adélaïde, tante du dauphin, vérifie que les draps de lin brodés aux armes de France portent bien les marques distinctives qui permettront d'authentifier toute trace de consommation. Cette vigilance obsessionnelle reflète des siècles de contestation dynastique où la légitimité des héritiers dépendait de preuves tangibles. Marie-Antoinette, vêtue de sa chemise de nuit en soie d'Alençon, tremble imperceptiblement. Ces caméristes autrichiennes, exclues du protocole français, ont cédé la place aux dames d'honneur versaillaises qui scrutent chacune de ses réactions. La duchesse de Chartres note scrupuleusement dans ses mémoires que l'archiduchesse paraissait fort émue et jetait des regards inquiets vers la porte où se tenaient les témoins. Louis-Auguste, de son côté, manifeste des signes évidents de détresse psychologique. Le comte de Broglie, présent cette nuit-là, rapporte dans ses correspondances diplomatiques que le dauphin transpirait abondamment malgré la fraîcheur de mai et ses mains tremblaient en défaisant les cordons de sa robe de chambre. Cette anxiété visible alarme déjà les observateurs avertis qui comprennent l'enjeu géopolitique de cette union. Lorsqu'enfin les époux se retrouvent seuls, le poids de 53 regards virtuels continue de peser sur leur intimité. Les murs de Versailles, ces témoins silencieux de tant de secrets d'alcôve, abritent cette nuit-là un drame psychologique d'une ampleur inédite. Car derrière la porte close, deux adolescents terrorisés découvrent que l'amour ne se commande pas, même quand l'Europe entière l'exige. Les documents des archives secrètes du Vatican, accessibles depuis 1981, révèlent que le confesseur personnel de Marie-Antoinette, l'abbé de Vermont, reçoit dès le lendemain une confession troublante. Elle m'a parlé de sa peur, de l'impossibilité de ce qui était attendu d'elle et de la gêne profonde que lui causait la certitude d'être épiée, même dans ces moments, note-t-il dans son journal spirituel. Louis-Auguste, interrogé discrètement par son gouverneur, le duc de la Vauguillon, avoue son incompréhension totale face aux devoirs conjugaux. Cette ignorance, cultivée par une éducation volontairement pudique, se heurte brutalement aux attentes explicites de la cour. Le jeune homme confie qu'il ne sait que faire et redoute de décevoir toutes les espérances placées en lui. Cette première nuit établit un précédent catastrophique. L'échec de la consommation, rapidement murmuré dans les couloirs de Versailles, déclenche une surveillance encore plus intense. Madame de Noailles, gouvernante officielle de Marie-Antoinette, reçoit l'ordre discret de veiller particulièrement aux signes de fertilité
de sa protégée. Cette mission l'oblige à examiner quotidiennement le linge intime de l'archiduchesse, transformant la dame d'honneur en espionne de l'intimité royale. L'ambassadeur d'Espagne, le comte d'Aranda, intensifie son réseau d'informateurs. Ces dépêches chiffrées à Madrid, décryptées par les historiens en 1923, révèlent l'ampleur de cette surveillance internationale. J'ai placé 3 personnes de confiance parmi les valets de chambre du dauphin. Ils examinent quotidiennement les draps et rapportent qu'aucune trace de consommation n'apparaît depuis 15 jours, écrit-il le 2 juin 1770. Cette intrusion systématique dans l'intimité conjugale crée un cercle vicieux psychologique d'une cruauté raffinée. Plus la surveillance s'intensifie, plus l'anxiété des époux augmente, rendant l'acte conjugal encore plus improbable. Les médecins de la cour, consultés secrètement, diagnostiquent chez Louis-Auguste ce qu'ils nomment l'impedimentum timoris, l'empêchement par la peur. Le docteur Lassonne, premier médecin du roi, examine discrètement le dauphin en septembre 1770. Son rapport confidentiel, conservé aux archives du château de Vincennes, établit un diagnostic révolutionnaire pour l'époque. Le prince souffre d'une contraction musculaire involontaire causée par l'appréhension excessive. Cette affliction, purement nerveuse, s'aggrave proportionnellement à la pression exercée sur sa personne. Marie-Antoinette, de son côté, développe ce que les aliénistes modernes identifieraient comme un syndrome de stress post-traumatique. Ses lettres à sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, deviennent de plus en plus elliptiques concernant sa vie conjugale. « Je ne puis vous donner les nouvelles que vous attendez. Mon époux est fort bon avec moi, mais nos devoirs demeurent compliqués. » écrit-elle en octobre 1770. L'impératrice, inquiète de ces formulations évasives, dépêche son confident, le comte de Mercy-Argenteau, pour enquêter discrètement. Les rapports de cet espion maternel, découverts dans les archives Habsbourg en 1961, dressent un tableau alarmant de la situation versaillaise. L'archiduchesse évite systématiquement les conversations relatives à la maternité. Elle détourne la tête quand on évoque les enfants des courtisans. Cette attitude révèle une blessure profonde qu'elle dissimule sous une gaieté forcée, note-t-il en décembre 1770. Pendant ce temps, la pression diplomatique s'intensifie. Le roi d'Espagne, Charles III, fait transmettre à Louis XV ses préoccupations fraternelles concernant la fécondité de l'alliance franco-autrichienne. L'empereur Joseph II, frère de Marie-Antoinette, multiplie les lettres officieuses où transparaît son inquiétude grandissante. Cette diplomatie de l'alcôve transforme un problème conjugal privé en enjeu continental. L'année 1771 voit naître les premiers pamphlets clandestins parisiens moquant l'impuissance présumée du dauphin. Ces libelles, colportés dans les tavernes de la capitale, témoignent que le secret de Versailles a filtré jusqu'au peuple. Notre futur roi ne sait point planter son drapeau, ricane l'un de ces textes séditieux, établissant un lien direct entre virilité personnelle et autorité politique. Cette corrélation, particulièrement dangereuse sous l'Ancien Régime, où la légitimité royale repose sur la force symbolique du monarque, alarme le conseil secret de Louis XV. Le duc de Choiseul, ministre des Affaires étrangères, convoque discrètement les médecins les plus réputés d'Europe pour consulter sur ce qu'il nomme pudiquement l'indisposition dauphine. Le célèbre docteur Tronchin, médecin de Voltaire et spécialiste des affections nerveuses, examine longuement Louis-Auguste en mars 1772. Son diagnostic, révolutionnaire pour l'époque, identifie clairement l'origine psychologique du dysfonctionnement. Le prince souffre d'une inhibition mentale causée par la terreur de l'échec public. Plus on surveille ses efforts, plus ces efforts deviennent impossibles. Il conviendrait de supprimer toute forme de contrôle pour permettre la guérison naturelle. Cette recommandation se heurte aux impératifs protocolaires de Versailles. Comment suspendre une surveillance instituée depuis des siècles ? Comment justifier auprès des cours européennes l'abandon des vérifications dynastiques ? Le dilemme paralyse la cour française, partagée entre raison médicale et nécessité politique. Marie-Antoinette, progressivement informée de ces débats par ses confidentes, développe une aversion profonde pour tout ce qui touche à sa fonction reproductrice. Madame Campan, sa lectrice, rapporte dans ses mémoires « Madame la Dauphine ne pouvait entendre parler d'enfants sans pâlir. Elle détournait immédiatement la conversation vers d'autres sujets. Cette répugnance n'était point naturelle chez une jeune femme de son âge. » L'hiver 1772-1773 marque un tournant dramatique.
L'ambassadeur autrichien, Mercy Argento, transmet à Vienne un rapport alarmant sur l'état psychologique de l'archiduchesse. Elle refuse désormais toute intimité avec son époux. Ils font chambre à part depuis la Toussaint. Cette séparation, officiellement justifiée par les rhumes hivernaux du dauphin, dissimule une rupture plus profonde, écrit-il en janvier 1773. Cette information déclenche une intervention directe de l'impératrice Marie-Thérèse. Ses lettres à sa fille, conservées aux archives d'État autrichiennes, révèlent une mère déchirée entre affection maternelle et calcul dynastique. « Mon enfant chéri, vous devez comprendre que votre bonheur personnel ne peut primer sur les intérêts de vos peuples. Un mariage royal qui ne produit point d'héritier devient un mariage politique inutile », écrit-elle avec une dureté inhabituelle en février 1773. Ces pressions familiales et diplomatiques achèvent de briser le fragile équilibre psychologique des jeunes époux. Louis-Auguste sombre dans une mélancolie profonde, se réfugiant dans ses travaux de serrurerie et ses lectures techniques. Marie-Antoinette, de son côté, développe une hyperactivité compensatoire, multipliant les divertissements et les dépenses somptuaires qui alimenteront plus tard les critiques populaires. L'avènement de Louis XVI en mai 1774, suite à la mort de son grand-père Louis XV, transforme ce drame conjugal privé en crise dynastique majeure. Le nouveau roi de France, âgé de 20 ans, règne sur le royaume le plus puissant d'Europe tout en étant incapable de remplir le premier devoir de sa charge, assurer sa descendance. Cette situation inédite fascine et inquiète les chancelleries européennes. Frédéric II de Prusse note dans ses mémoires « Un roi qui ne peut engendrer ne peut inspirer la crainte nécessaire au respect de ses sujets. La virilité royale est le fondement mystique de l'autorité monarchique. » Cette analyse, partagée par la plupart des souverains contemporains, isole progressivement la France sur l'échiquier diplomatique. L'année 1775 voit naître une initiative sans précédent dans l'histoire de la médecine royale. Sur recommandation du docteur Lassonne, Louis XVI accepte de consulter le plus éminent spécialiste européen des affections conjugales, le docteur Giovanni Morgagni, professeur à l'université de Padoue et anatomiste renommé dans toute l'Europe savante. L'examen de Morgagni, pratiqué dans le plus grand secret au château de Compiègne en septembre 1775, révèle enfin la nature exacte du problème royal. Son rapport médical, rédigé en latin pour éviter les indiscrétions, diagnostique chez Louis XVI une phimosis partialis, un rétrécissement du prépuce rendant l'acte conjugal douloureux et souvent impossible. Cette découverte anatomique explique enfin 5 années de souffrance inexpliquées. Mais elle soulève immédiatement une question délicate. Faut-il procéder à l'intervention chirurgicale nécessaire? Cette opération, bénigne selon les standards modernes, représente un risque mortel à l'époque pré-anesthésique. De plus, comment justifier publiquement l'indisposition prolongée du roi? Le Conseil secret, réuni en octobre 1775, débat passionnément de cette alternative. Le comte de Maurepas, mentor politique de Louis XVI, plaide pour l'intervention immédiate. Mieux vaut un roi mort qu'un roi stérile. Sans héritier, la monarchie française court vers sa perte. Le docteur Lassonne, plus prudent, préconise des méthodes alternatives moins risquées. Marie-Antoinette, consultée discrètement sur cette question qui engage son avenir personnel, manifeste une terreur absolue face à la perspective chirurgicale. Ses lettres à l'abbé de Vermont, son confesseur, témoignent de cette angoisse. « Je ne puis supporter l'idée que mon époux risque sa vie pour satisfaire les exigences de notre position. Que Dieu nous vienne en aide par d'autres moyens. » Cette réticence féminine, compréhensible humainement, complique encore la résolution du problème royal. Car parallèlement aux hésitations versaillaises, la surveillance internationale s'intensifie de façon dramatique. L'empereur Joseph II annonce sa visite officielle en France pour l'été 1777. Officiellement pour resserrer les liens familiaux, officieusement pour enquêter personnellement sur la situation de sa sœur. Les mois précédant cette visite impériale voient parfois se multiplier les tentatives désespérées de résolution du problème. Le docteur Lassonne expérimente diverses techniques d'assouplissement progressif sur Louis XVI. Ces séances quotidiennes, pratiquées dans le cabinet secret du roi, visent à éviter l'intervention chirurgicale par des méthodes mécaniques graduelles. Simultanément, Marie-Antoinette subit les conseils pressants de Madame de Polignac, sa nouvelle favorite, qui lui recommande diverses préparations féminines censées faciliter l'accomplissement conjugal. Ces remèdes empiriques,
mélange de superstitions populaires et de connaissances médicales approximatives, témoigne du désespoir qui gagne l'entourage royal. L'arrivée de Joseph II à Versailles en mai 1777 précipite les événements. L'empereur, homme pragmatique et direct, refuse les circonlocutions diplomatiques habituelles. Dès son premier entretien privé avec Louis XVI, il aborde frontalement la question conjugale avec une brutalité calculée qui sidère la cour française. Ses mémoires personnelles, publiées au XIXe siècle, rapportent cette conversation historique. « J'ai dit au roi de France qu'un souverain qui ne pouvait satisfaire son épouse ne méritait pas de gouverner ses peuples. Cette franchise l'a d'abord choqué, puis fait réfléchir. Il m'a avoué ses difficultés avec une sincérité touchante. Joseph II ne se contente pas de diagnostics. Fort de son expérience personnelle, il a eu 2 épouses. Il prodigue à son beau-frère des conseils pratiques d'une précision anatomique qui auraient scandalisé les cours européennes s'ils avaient été rendus publics. Ces leçons d'amour impérial se déroulent dans les jardins de Trianon, loin des oreilles indiscrètes. L'empereur consacre également de longues heures à rassurer Marie-Antoinette sur sa normalité féminine. Car la jeune reine, après 7 années d'échecs conjugaux, doute profondément de sa propre capacité à devenir mère. Ces entretiens fraternels, où Joseph II déploie une tendresse inhabituelle, redonnent progressivement confiance à sa sœur. Le séjour impérial de 6 semaines transforme complètement l'atmosphère conjugale versaillaise. Joseph II impose une trêve de surveillance qui interdit à quiconque, y compris aux dames d'honneur, de s'enquérir de l'intimité royale. Cette suspension temporaire du voyeurisme institutionnel libère enfin les époux de la pression psychologique qui les paralysait. Cette libération psychologique porte ses fruits de manière spectaculaire. Les archives personnelles de Joseph II, conservées à la Hofburg de Vienne, révèlent qu'il note dans son journal intime, le 30 août 1777, « Enfin, ma sœur m'a fait comprendre ce matin, par son sourire radieux et sa rougeur pudique, que la nature a enfin triomphé de l'étiquette. 7 années d'attente se sont achevées cette nuit. » La nouvelle de cette consommation tardive se propage dans les couloirs de Versailles avec la rapidité d'un incendie. Madame Campan rapporte dans ses mémoires l'euphorie qui s'empare de la cour. Toutes les dames se regardaient avec des sourires entendus. On sentait qu'un poids énorme venait de s'alléger sur les épaules de chacun. Cette joie collective témoigne de l'angoisse générale que suscitait la stérilité royale. Pourtant, cette victoire sur l'impuissance cachait déjà les germes d'une tragédie plus vaste. Car les 7 années de rumeurs avaient profondément entamé le prestige de la monarchie française. Dans les salons parisiens, les pamphlets clandestins avaient tissé une image d'impuissance qui dépassait largement la sphère conjugale pour contaminer toute la perception du pouvoir royal. Le chevalier de Laclos, futur auteur des Liaisons dangereuses, note dans sa correspondance privée de 1778 « L'impuissance de notre roi dans son lit nuptial symbolise parfaitement l'impuissance de sa politique. Un monarque qui met 7 ans à accomplir son devoir conjugal peut-il inspirer confiance dans sa capacité à gouverner ? Cette corrélation, établie par l'opinion éclairée, révèle l'ampleur des dégâts causés par la surveillance excessive de l'intimité royale. L'annonce de la première grossesse de Marie-Antoinette, en mai 1778, déclenche une liesse officielle soigneusement orchestrée. Te Deum dans toutes les cathédrales du royaume, illumination publique, distribution de pain gratuit aux pauvres, la monarchie déploie un faste inhabituel pour célébrer cette maternité tardive. Mais cette joie forcée ne parvient pas à effacer complètement les sarcasmes accumulés pendant 7 années. La naissance de Marie-Thérèse Charlotte, le 19 décembre 1778, marque officiellement la fin du cauchemar dynastique. L'enfant, surnommée Madame Royale, incarne enfin la légitimité héréditaire tant attendue. Ses premiers vagissements résonnent dans la chambre de l'Œil de Bœuf comme une fanfare de victoire sur l'adversité psychologique qui avait paralysé ses parents. Cependant, les documents secrets du ministère des Affaires étrangères, déclassifiés en 1889, révèlent que cette naissance ne suffit pas à restaurer complètement la crédibilité internationale de la France. L'ambassadeur d'Angleterre, Lord Stormont, écrit à Londres « La fertilité tardive des souverains français ne peut faire oublier leur stérilité prolongée. Cette faiblesse initiale demeure une faille exploitable dans notre rivalité diplomatique. » Cette analyse britannique s'avère prophétique. Car si Louis XVI et Marie-Antoinette parviennent finalement à avoir 4 enfants,
Marie-Thérèse Charlotte, 1778, Louis-Joseph, 1781, Louis-Charles, 1785, et Sophie Béatrix, 1786, leur réputation d'incompétence conjugale perdure dans la mémoire collective française. Les libelles révolutionnaires de 1789 exploitent systématiquement cette faiblesse perçue. L'un des pamphlets les plus virulents, Les amours de Charlot et Toinette, raille directement l'impuissance initiale du roi, sigit un roi qui pour régner mit 7 ans à savoir aimer, et qui pour sauver sa couronne eut besoin qu'un empereur lui donne les leçons d'amour élémentaires que connaît le dernier manœuvre. Cette instrumentalisation politique de la défaillance conjugale révèle la dimension tragique de l'affaire. Ce qui avait commencé comme un problème médical bénin, une simple phimosis facilement corrigeable, s'était transformé, par l'effet de la surveillance obsessionnelle, en un traumatisme psychologique aux conséquences historiques incalculables. Le docteur Guillotin, futur inventeur de la machine qui porte son nom, analyse cette situation dans un mémoire médical de 1785. L'affaire royale démontre les effets pervers d'une surveillance excessive sur la physiologie humaine. En voulant contrôler l'intimité pour garantir la légitimité, l'Ancien Régime a créé les conditions de sa propre délégitimation. Cette analyse médicale anticipait remarquablement l'effondrement révolutionnaire. Car l'impuissance initiale de Louis XVI était devenue, dans l'imaginaire populaire, le symbole d'une monarchie incapable de se régénérer, condamnée à la stérilité politique comme elle avait été condamnée à la stérilité conjugale. Les cahiers de doléances de 1789 fourmillent d'allusions directes ou indirectes à cette défaillance royale. Le tiers état de mots écrit « Notre roi, qui a mis tant d'années à donner un héritier à la France, mettra-t-il autant de temps à donner des réformes à son peuple ?» Cette corrélation entre efficacité conjugale et compétence politique témoigne de l'enracinement profond du traumatisme dans la conscience nationale. Marie-Antoinette, de son côté, ne se remettra jamais complètement des humiliations subies pendant ses 7 premières années de mariage. Ses lettres à sa mère, étudiées par l'historien Stefan Zweig, révèlent une blessure psychologique durable. Ces années de surveillance ont empoisonné ma jeunesse et ma confiance en moi-même. Je ne puis oublier le regard scrutateur de ces hommes qui épiennent mes moindres gestes, mes moindres expressions, cherchant sur mon visage les signes d'une maternité qui tardait à venir. Cette souffrance personnelle explique en partie l'évolution ultérieure de la reine vers une frivolité compensatoire qui alimentera les critiques populaires. Les dépenses somptuaires de Trianon, les fêtes galantes, la passion du jeu, autant d'échappatoires psychologiques pour oublier les humiliations de sa jeunesse conjugale. L'ambassadeur autrichien Mercy Argenteau note avec inquiétude, en 1753, « Sa Majesté la Reine semble fuir systématiquement tout ce qui pourrait lui rappeler ses premières années à Versailles. Elle évite les cérémonies officielles, préfère la compagnie de courtisans frivoles aux ministres sérieux, et dépense sans compter comme pour rattraper le temps perdu de sa jeunesse contrôlée. » Cette fuite en avant hédoniste, directement liée au traumatisme de la surveillance conjugale, contribue à alimenter l'impopularité croissante de Marie-Antoinette. Le peuple français, ignorant les causes profondes de cette évolution comportementale, ne voit que l'image d'une reine dépensière et irresponsable, incarnation parfaite des excès aristocratiques. L'ironie tragique de cette situation apparaît dans toute sa cruauté. La surveillance excessive destinée à protéger la légitimité dynastique avait fini par produire exactement l'effet inverse. En traumatisant les souverains, elle avait créé les conditions psychologiques de leur impopularité future. Le comte de Provence, futur Louis XVIII, analyse lucidement cette contradiction dans ses mémoires. En voulant tout contrôler de l'intimité royale, l'étiquette de Versailles a brisé l'autorité naturelle de mes frères et belles-sœurs. Ils ne se sont jamais remis de cette humiliation initiale, et leur règne en a porté la marque jusqu'à son terme tragique. Cette analyse rétrospective souligne la dimension systémique du problème. Au-delà du drame personnel de Louis XVI et Marie-Antoinette, c'est tout le système de la monarchie absolue qui révélait ces contradictions internes. En poussant à l'extrême la logique du contrôle royal, l'Ancien Régime avait fini par détruire l'aura mystique nécessaire à son fonctionnement. Le philosophe Edmund Burke, observateur attentif de la Révolution française, établit explicitement cette corrélation dans ses « Réflexions sur la Révolution de France ». Quand un peuple perd le respect mystique pour ses souverains, il perd aussi la crainte révérentielle nécessaire à l'obéissance politique.
L'impuissance conjugale de Louis XVI, connue de tous, a désacralisé la fonction royale aux yeux de ses sujets. Cette désacralisation progressive trouve son épilogue sanglant dans les événements révolutionnaires. Lorsque Louis XVI monte sur l'échafaud, le 21 janvier 1793, les quolibets de la foule rappellent directement les sarcasmes sur son impuissance conjugale initiale. « Voilà bien le roi qui ne savait rien faire !» crie un spectateur, résumant cruellement 23 années de règne marquées par l'ombre de ce traumatisme originel. Marie-Antoinette, exécutée le 16 octobre 1793, emporte dans la tombe le secret de ses souffrances intimes. Ses dernières lettres, adressées à Madame Élisabeth, témoignent d'une amertume profonde. Ma vie aura été empoisonnée dès ses débuts par cette surveillance inhumaine qui transformait l'amour en spectacle d'État. Comment aimer librement quand 50 paires d'yeux scrutent vos moindres émotions? Cette confidence posthume révèle l'ampleur du gâchis humain causé par le système de surveillance royale. 2 existences brisées, 4 enfants orphelins, un royaume détruit, tel fut le prix de l'obsession dynastique de l'Ancien Régime pour le contrôle de l'intimité souveraine. L'analyse historique moderne, enrichie par les découvertes de la psychologie comportementale, permet aujourd'hui de comprendre les mécanismes qui transformèrent un problème médical bénin en catastrophe politique majeure. La syndrome de la performance, identifiée par les sexologues contemporains, explique parfaitement l'escalade de l'impuissance face à la pression sociale. Le professeur Michel Foucault, dans son Histoire de la sexualité, analyse magistralement cette affaire. Le pouvoir royal, en voulant s'approprier totalement l'intimité de ses représentants, a créé un dispositif de surveillance qui s'est retourné contre lui. L'œil panoptique de Versailles a fini par aveugler ceux qu'il prétendait protéger. Cette interprétation philosophique éclaire la dimension universelle du drame versaillais. Au-delà de l'anecdote historique, l'affaire Louis XVI Marie-Antoinette illustre les dangers de l'intrusion excessive du pouvoir dans la sphère privée. Le totalitarisme de l'intimité, même au service d'objectifs légitimes, produit invariablement des effets pervers destructeurs. La postérité a retenu de cette histoire une leçon fondamentale sur les limites du contrôle social. Les régimes politiques les plus sophistiqués ne peuvent impunément violer l'intimité humaine sans subir les contre-coups de cette violation. L'échec conjugal de Louis XVI préfigure ainsi l'échec politique de l'absolutisme français. Cette dimension prophétique de l'affaire apparaît avec un relief saisissant dans les derniers témoignages des contemporains. Madame Campan, survivante de l'Ancien Régime, écrit dans ses mémoires « Nous avons tous été les complices involontaires d'un système qui détruisait ce qu'il prétendait protéger. En épiant l'intimité de nos souverains, nous avons préparé leur chute. » Ainsi s'achève cette tragédie en 6 actes, où la surveillance absolue engendra l'impuissance absolue, où le contrôle excessif produisit le chaos final. De la chambre nuptiale de Versailles aux échafauds révolutionnaires, une ligne droite relie l'humiliation conjugale à l'effondrement politique, démontrant que certaines défaites privées portent en germe des catastrophes publiques. Cette révélation bouleverse notre compréhension de l'histoire. Derrière les fastes de Versailles se cachaient des drames humains d'une intensité insoupçonnée, où le poids des dynasties brisait des vies avec une cruauté raffinée. L'affaire Marie-Antoinette et Louis XVI démontre comment un système de contrôle absolu peut engendrer précisément ce qu'il cherche à éviter. Mais cette histoire n'est qu'un fragment des mystères que recèlent les alcôves royales européennes. Dans chaque château, dans chaque palais, des secrets similaires sommeillent dans les archives poussiéreuses, attendant d'être exhumés par ceux qui osent fouiller les recoins les plus sombres du pouvoir. Car nous venons de découvrir ensemble comment la surveillance institutionnalisée a détruit 2 existences et précipité la chute d'un royaume. Imaginez ce que révéleraient les chambres secrètes des Médicis, les alcôves interdites des Habsbourg ou les rituels nocturnes des cours orientales. Chaque confession interceptée, chaque document censuré, chaque témoignage étouffé raconte une facette méconnue de ces univers où l'intime et le politique s'entremêlaient dans des jeux de pouvoir mortels. Si cette plongée dans les coulisses les plus troublantes de l'histoire royale vous a captivé, si vous ressentez cette soif insatiable de connaître ce que les manuels scolaires n'osent révéler, alors rejoignez notre communauté d'initiés. Abonnez-vous pour accéder aux confessions les plus choquantes, aux documents les plus compromettants, aux révélations les plus explosives sur l'intimité des puissants. Car chaque semaine, nous ouvrons ensemble un nouveau dossier interdit.
Nous dévoilons ces vérités que les cours européennes ont tenté d'effacer, ces scandales que les historiens officiels préfèrent ignorer. Des nuits qui ont changé le cours de l'histoire aux rituels qui définirent des civilisations entières. La prochaine confession que je partagerai avec vous concerne une autre reine française, dont les nuits de noces furent encore plus dramatiques que celles de Marie-Antoinette. Une histoire où la médecine royale révèle des pratiques qui vous glaceraient le sang. Activez la cloche de notification, car ces révélations ne restent accessibles que quelques jours avant d'être automatiquement supprimées. L'histoire garde jalousement ses secrets les plus brûlants, et seules les plus curieuses d'entre vous auront le privilège de les découvrir. Nous nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle exploration dans les territoires interdits de l'histoire royale.